c'est parti pour regarder le versus de l'année, à savoir Sigmund Freud. Il a un nom plus long que ça, normalement. J'aurais dû regarder sur Wikipédia pour faire une vraie vanne. Versus une infinité de tortues. Et en fait, c'est une vidéo de ça. En vérité, c'est une vidéo de ça. La vérité, c'est que c'est une vidéo de ça. Dans le livre Les principes de la psychologie, publié en 1890, le philosophe pragmatiste américain William James raconte une anecdote assez connue de son époque. Dans une société de vulgarisation telle qu'on en... Ah, j'avais oublié, petit disclaimer de vidéo de ça. Du coup, pas de remarques sur le physique, tout le monde. C'est une personne qui se genre au neutre. On évite tout ce qui est, genre commentaires de cons sur la façon de prononcer ou ce genre de truc. C'est aussi une personne qui a, je crois qu'il est sur le spectre de l'autisme. Donc, pas de remarques sur les tics de machin et tout. Genre, soyez pas cons. On retrouve beaucoup au 19e siècle, un astronome donne une conférence sur la cosmologie moderne. Il explique à son auditoire que la Terre, elle est plutôt sphérique, enfin à peu près, et que elle tourne autour du Soleil, et que le système solaire, il flotte dans l'espace. À la fin de la conférence, il y a une vieille dame qui se lève. Alors actuellement, il flotte pas parce que la flottaison en fait c'est via poussée d'Archimède et qu'en fait dans l'espace il n'y a pas de matière, donc en fait c'est pas flotter que font les planètes. Voilà, d'abord, voilà, arrête de raconter n'importe quoi déjà. Et puis qui lui dit « Écoutez, ce que vous dites, c'est très intéressant, mais excusez-moi de devoir vous dire que vous avez tort. Parce que la Terre, mon cher monsieur, ne tourne pas autour du Soleil, elle repose sur une très grande tortue. » Alors l'astronome, il se fout un peu de sa gueule et il lui dit « Ah oui, bon, d'accord, ouais, pourquoi pas. » Et donc du coup, elle repose sur quoi, la tortue? Et la vieille Sur une autre tortue. dame, elle se démonte pas et elle lui répond « Eh ben ça tombe bien que vous me posiez la question, parce que figurez-vous que sous la tortue, il y a une autre tortue. Alors je connaissais l'anecdote. Et en dessous, il y a encore une tortue. C'est des tortues tout du long. » Ce que cette histoire critique, c'est une logique épistémique assez particulière, celle du fondement infini. Une logique épistémique, c'est la façon dont on construit le savoir qu'on a d'une chose. On peut pas prendre les choses brutes. Non, c'est pas le disque monde. Alors je sais que au début l'histoire ressemble à l'histoire où le monde c'est un disque sur 4 éléphants sur une tortue. Moi aussi j'adore l'image. Mais non, là on parle d'autre chose. C'est vraiment une meuf qui est en mode genre, non, le monde est sur une tortue. Et le scientifique a dit, ah ouais, tu te crois maline? Et ben sur quoi est-ce qu'elle repose ta tortue? Et la meuf elle a répondu, bah une tortue. Et le mec était en mode, d'accord, et cette tortue elle est sur quoi? Une tortue. Mais du coup, tortue. Elles sont dans la nature. Oui, fondement infini, c'est vrai que c'est un peu marrant. On doit les raconter avec des images, des structures et des mots qu'on comprend, et la façon de produire du savoir, elle doit toujours être interrogée. Ça pourrait être une position du Kama Sutra si jamais les positions du Kama Sutra c'était des attaques de Dragon Ball Z. Par le fondement infini. Pardon. Parce qu'on produit le savoir depuis un contexte historique, une position sociale, un langage et un certain rapport au pouvoir. La logique épistémique du fondement infini, c'est quelque chose qu'on retrouve parfois en cosmologie, en Ouais, alors, logique épistémique, ça veut dire comment qu'on fait pour savoir des choses. philosophie ou en psychologie. Si ma cosmologie repose sur cette logique et que je vous explique l'univers en vous disant la Lune tourne autour de la Terre et la Terre autour du Soleil. Genre, si vous avez rien compris à l'époque où il y avait les histoires d'épistémologie, c'est ça que ça veut dire, quoi, concrètement. C'est genre, c'est quoi ta méthode pour avoir du savoir? Et il y a des méthodes plus ou moins scientifiques, on va dire, dans cette histoire. Genre, par exemple, la psychanalyse, c'est pas très scientifique, c'est surtout très spéculatif. Et le Soleil autour du Soleil. Donc ça, l'épistémologie, ouais, c'est un mot compliqué pour dire un truc pas si chiant que ça. C'est juste comment tu fais pour avoir du savoir. Genre, par exemple, à une époque, l'épistémologie la plus efficace, donc le truc qui expliquait le mieux le monde, et Matt, celle-là, elle est pour toi, c'était les dieux de l'Olympe, basiquement. Et c'est pas, genre, entre quelqu'un qui croit quelque chose de... qui croit, genre, en rien, et quelqu'un qui croit dans les dieux de l'Olympe, la personne qui croit les dieux de l'Olympe, elle a plus d'explications logiques que avant pour expliquer le monde. Du coup, en fait, c'est des explications théologiques. C'est une forme d'épistémologie aussi. Et par contre, ça n'a rien de très scientifique. Mais ça reste une façon d'expliquer le monde qui est plus efficace que si tu l'expliques sans, à cette époque-là, quand t'as aucun savoir sur les sciences et tout, tu vois. Genre, épistémologie, oui, parfois, souvent, c'est catégorisé comme étant de la philosophie des sciences, ou c'est un peu ça. Mais concrètement, c'est vraiment cette étude de la méthode. C'est vraiment tout ce qui est autour de c'est quoi la méthode et c'est quoi le sujet. C'est de ça dont on parle dans l'épistémologie, concrètement, en règle générale, quoi. Et donc, t'as des épistémologies qui sont, par exemple, très spéculatives. Genre, par exemple, une des raisons pour lesquelles on va critiquer l'épistémologie, on va dire psychanalytique, les trucs à la Freud, là, les longs entretiens pour savoir, en fait, si,
vos traumatismes avec votre daronne, le fait que vous ayez un crush sur elle, c'est ça qui fait qu'en fait vous êtes bizarre maintenant, ce genre de truc, tu vois. Bah, c'est pas très très basé parce que c'est quand même très spéculatif, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment Freud tout seul qui a décidé que en fait c'est parce que les gens ils bandaient leur maman que basiquement tous les problèmes de la société. Hein, voilà, c'est un peu ça la base de chez Freud, tu vois, c'est de tout expliquer par ça. Et genre l'homosexualité par exemple, voilà, dans la tête de Freud, genre il a pas fait d'études, tu vois. Genre Freud, il a juste dit, je pense que l'homosexualité, c'est parce que des hommes sont amoureux de leur mère, sauf que c'est pas acceptable. Du coup, ils, euh, ils mettent leur amour de leur mère au placard, et c'est pour ça qu'ils aiment des hommes. Il a pas eu besoin de preuves hein, pour dire ça, tu vois. Genre, il a juste vraiment été en mode, ça doit être ça. Donc c'est là que vous voyez la différence entre genre une épistémologie spéculative un peu conne à la Freud et des trucs un peu plus sérieux, genre par exemple la théorie du genre qui va venir donner des explications beaucoup plus cohérentes. Par exemple le machin d'homosexualité qui va donner des explications beaucoup plus cohérentes par exemple à ces sujets-là. Centre de la galaxie, et bah moi, à mon tour, la seule chose que je fais, c'est de tourner autour de la question centrale qui est, d'accord, mais qu'est-ce qui fait tenir tout ça? Cette logique-là, on peut aussi la voir comme une épistémologie régressive, c'est-à-dire toujours tourner vers l'observation de l'origine d'une chose. Quand on est dans la logique du il y a toujours une cause en dessous d'une autre, et là du coup, chaque savoir qu'on produit va nous obliger à chercher son ancrage dans un savoir plus profond. Alors ça pareil, c'est vrai que ça fait bizarre, mais en science c'est assez commun que quand on parle de trucs régressifs, quand on parle de régression, ça veut pas du tout dire rétrograde, ça veut pas dire on retourne en arrière dans le temps pour faire des trucs archaïques. Quand on parle de régression, de logique régressive, ça veut dire, c'est une logique, on va dire, cause-conséquence, et on va chercher la conséquence de la conséquence de la conséquence, enfin plutôt la cause de 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 la cause, pour chercher c'est quoi la racine du truc, l'origine. C'est plutôt ça que ça veut dire. Plus pur et plus originaire. Ce besoin Du coup, l'amour des hommes repose sur une tortue et pas l'amour de sa mère. Exact. Attends, quoi? de toujours remonter à l'origine, de trouver le sol pur de la production de toute réalité, c'est effectivement une façon de produire du savoir qui peut se Alors justifier, que c'est Dieu, non? Je crois, l'origine de. Ouais, c'est un peu ce que je crois. Ouais. mais qui, par sa logique, nous met face à un danger qu'on n'identifie pas forcément au premier regard. Le réflexe de chercher un fondement originel naît d'un refus de ce qui est contingent, c'est-à-dire accidentel, anecdotique ou indéterminé. Le contingent, c'est tout ce qui pourrait être autrement, ce qui n'a pas de raison nécessaire d'exister comme ça. Oh là, attendez, j'ai pas suivi. 2 secondes. Attendez, c'était compliqué là. Réflexe de chercher un fondement originel Le fondement originel. Le fondement. naît d'un refus de ce qui est contingent, c'est-à-dire accidentel, Perso, du coup, je demande la cause de Dieu lui-même. C'est un peu tout le principe du perso. anecdotique ou indéterminé. Le contingent, c'est tout ce qui pourrait être Merde, attendez, j'ai un reperdu le fil. fondement originel, naît d'un refus de ce qui est contingent, c'est-à-dire Un refus de ce qui est contingent, donc un refus de ce qui est aléatoire. accidentel, anecdotique ou indéterminé. Donc c'est parti du principe que tout a un sens et que ce sens est lié à son origine. Le contingent, c'est tout ce qui pourrait être autrement, ce qui n'a pas de raison nécessaire d'exister comme ça, parce que l'histoire, le hasard ou le jeu des circonstances En gros, c'est d'expliquer qu'il n'y a pas de hasard. l'ont produit comme ça, c'est tout. C'est pas inintéressant. Un billet de BioGrinder, ça a le fondement infini. Mais vous imaginez ce qui va se passer quand sur Grinder, le fondement infini va rencontrer le fondement originel? Mais c'est pas important pour autant. Donc en cosmologie, pour rester dans cet exemple-là, il y a une contingence assez remarquable. Ni Dieu ni maître. Écoutez les gens, je les adore, on est passé à autre chose depuis très longtemps. Hein. Si vous pensez vraiment que l'anarchisme c'est de dire ni Dieu ni maître, fuck la divinité et toute la spiritualité, c'est parce que vous avez pas compris que ni Dieu ni maître à l'époque c'était quand même dans un certain contexte, qui était le contexte de l'Espagne catholique, et que ça avait du sens, et que aujourd'hui c'est moins le cas. Et bref, faudrait que j'en reparle plus profondément un jour de pourquoi est-ce que ni Dieu ni maître, oui bon. Qu'on s'est pas privé de surinterpréter. Il y a plein de planètes, il y a plein d'étoiles, il y a plein d'astres en tout genre, mais nous, on est là. Et si on est là, c'est que l'endroit où on est doit bien avoir quelque chose de spécial. Donc c'est assez logique d'imaginer que la Terre est au centre du cosmos parce que le fait qu'on soit là rend exceptionnelle cette planète par rapport aux autres qu'on connaît, qui sont des planètes où on n'est pas là. Sauf que notre position En fait, le problème c'est que depuis qu'on est la fange,
Tous les membres de la fange cherchent juste à me faire des chocs mentaux dans le chat pour m'empêcher de faire mon travail. C'est ça le vrai problème de ce média en fait. Salut Daimon, comment ça va? Là, On parle de Freud. c'est une contingence. On est là parce que là, c'est un endroit où les conditions sont réunies pour qu'on soit là. L'univers n'a pas été créé avec comme loi fondamentale le fait qu'on soit là, mais il possède des caractéristiques qui font que là, c'était possible qu'on apparaisse. Nous ne sommes pas une nécessité, nous sommes Genre la chimie de la Terre. une contingence. Le fait qu'on soit là ne dit rien de l'univers. Le fait qu'en science des contingences puissent exister, que la tâche aveugle au milieu de notre vision Ah si, le fait qu'on soit là, ça dit quelque chose de l'univers, mais ça dit pas quelque chose de nous. Moi, je l'aurais plutôt dit comme ça. soit une conséquence de la manière dont les tissus se forment et pas un truc qui dit quelque chose du génie de la nature ou de notre créateur, bon, ben ça c'est insupportable pour beaucoup de penseurs et de penseuses. Parce que si les choses sont contingentes, alors elles ne sont pas éternelles. Elles peuvent changer, se transformer, se défaire. Si le monde ne peut pas reposer Ah, moi par contre, ça c'est la base de ma philosophie. C'est que rien n'est éternel, justement. sur ces Sauf peut-être l'éternel. nécessités fantasmées, alors on perd des garanties, des points fixes, des socles où se réfugier quand tout le reste bouge. Penser avec cette logique, c'est un geste de sécurisation identitaire, c'est un geste de retour vers les racines, vers l'idée qu'en creusant assez profond, on finirait par tomber sur quelque Genre, ça a l'air con la phrase que je viens de dire en mode rien n'est éternel, sauf peut-être l'éternel, mais justement, en fait, moi ça fait partie de comme ça, c'est comme ça que moi je perçois la divinité aussi. Dans le sens où, bah, justement, vu que ce qui est éternel ne peut être que divin, désolé, je pars dans des trucs un peu spirituels bizarres, c'est pas grave. Comme ce qui ne peut être éternel ne peut être que divin, du coup, bah, rien de ce qui est terrestre, rien de ce qui est accessible pour nous ne le sera. Tu vois ce que je veux dire? Les daimons sont éternels. Et c'est vrai que je sais pas d'où vient ton pseudo, ça se trouve, c'est une rêve que j'ai pas. Mais moi, c'est un peu ça que j'ai comme rapport. Et du coup, ça fait que, bah, croire en quelque chose d'éternel ne t'empêche pas justement d'avoir la vision de ce que nous on vit ne peut pas l'être, justement. chose de vrai, de pur et de Je suis croyante, c'est plus compliqué que ça. stable. Et donc c'est une manière de croire qu'en dessous de la complexité du monde, il y aurait toujours une vérité. Parce que, je sais pas, j'ai une vision un peu, on va dire, assez particulière du truc. Actualiste, ça vient du monisme et tout. Enfin, vrai que j'explique ça un jour. Vérité simple, une origine qui expliquerait tout, un ordre caché sous le chaos du monde. C'est un ancrage intellectuel politique tourné vers le Actualise l'ordre caché sous la réalité du monde, moi j'appelle ça la physique quantique. besoin de maîtriser, de purifier, de réduire la complexité à un ordre rassurant, et c'est par excellence, il faut bien le dire, le réflexe intellectuel fasciste. L'idée qu'il existerait quelque part un sol pur, une racine première, un ordre perdu à restaurer. Alors ce n'est pas le fait de penser Ah ouais, spontanément non, moi je le vois pas comme ça. Moi je le vois pas en tant à restaurer. C'est genre l'ordre sacré et caché des choses, c'est des équations très compliquées. comme ça qui serait fasciste, mais le fait de pousser la logique dans cette direction, c'est ce qui permet à la pensée autoritaire d'obtenir ce qu'elle adore, c'est-à-dire une origine unique, un sens caché, une vérité inébranlable à laquelle il faut se soumettre. Tout ce qui vit, tout ce qui parle, tout ce qui pense est contingent. Nos émotions, nos langues, nos institutions, nos genres, nos morales, tout ça, ça n'a pas toujours existé. Monisme à la FMA, c'est. Ah putain, j'ai pas le temps de faire un tutoriel sur ça aujourd'hui, mais oui, un peu ça veut dire ça. En gros, c'est que monisme, c'est quand tu dis qu'il n'y a pas il y a pas deux univers, il n'y a pas le monde physique et le monde spirituel, c'est la même chose. Et du coup, s'il doit y avoir un dieu, et ben il ne peut être que genre la totalité. C'est-à-dire que concrètement, Dieu c'est tout et tout est Dieu, etc. Et du coup, enfin, bref. Et ça aurait pu être complètement autrement. Chercher l'origine, c'est donc aussi chercher à nier l'histoire, refuser de voir que les formes du monde ne sont pas données une fois pour toutes, mais produites par des pratiques, par des luttes, par des accidents. Les épistémologies régressives finissent toujours par figer les identités, les rôles et les essences. On commence par dire la nature humaine, puis les vraies femmes, puis la structure C'est moi ça. Je suis une vraie femme. du psychisme, et bien souvent, on finit aussi par dire la loi du marché. Faut remarquer comme ces choses-là sont très pratiques dans un ordre réactionnaire. C'est un principe fondamental de cette On peut aussi dire l'humour noir. pensée-là, c'est un principe fondamental de la pensée philosophique réactionnaire. Faire passer le déni du monde réel pour un refus Oui, mais les lois fondamentales de la physique disent plus ou moins rien sur les lois fondamentales du corps social. Oui, bien sûr. Ah, mais ça, je suis complètement d'accord. Après, de toute façon, de base, le fascisme, c'est toujours justement servi d'un vernis scientifique pour essayer d'asseoir en fait des trucs qui ne le sont pas. Genre, littéralement, le concept même de darwinisme social, c'est exactement ça, tu vois. C'est d'aller chercher en fait à travers une forme de régression, donc les origines supposées de l'homme, pour venir justifier des inégalités qui sont concrètement là actuellement dans la société. C'est la chaîne de ZA, c'est un psy qui parle de plein de trucs intéressants mais avec un angle vraiment matérialiste si ça t'intéresse. intellectuel solide du principe même de contingence.
Sigmund Freud, je dirais pas Freud. Lui, il s'est mis en tête de chercher la première tortue du psychisme, d'offrir à la psychologie ce que la physique newtonienne a offert à la matière, c'est-à-dire un socle stable, un système de lois universelles. Le noyau dur, l'origine de tout ce que les humains ressentent, l'idée justement que derrière chaque mot, chaque geste, chaque émotion, chaque habitus, il y a Oui, puis d'ailleurs, c'est vrai que c'est une incompréhension de l'évolution parce que c'est une pensée stupide de croire que l'évolution crée des animaux de plus en plus optimaux et de plus en plus, on va dire, puissants et efficaces. Ça, c'est une vision quasi productiviste en fait des choses dans lequel tu te dis que, en vérité, voilà l'évolution, ça va forcément créer les êtres les plus adaptés à leur environnement. C'est pas vrai. Ça crée juste les êtres qui se reproduisent le plus vite et le mieux, hein. Genre, ce qui peut créer, par exemple, des poissons qui ne savent pas nager et des oiseaux qui ne savent pas voler. C'est quand même pas très optimal. aurait une structure, une économie, une mécanique cachée du désir et du refoulement. Le réflexe intellectuel qui a donné naissance à la psychanalyse, il faut bien retenir que c'est ce même réflexe régressif et réactionnaire. Une tentative de transformer le chaos psychique en système fermé, d'arracher la psychologie au contingent, de donner à la complexité apparente des vies intérieures humaines une origine pure et simple qui la débarrasserait des causalités historiques, culturelles ou aléatoires, l'inconscient. Freud Ce qui est marrant parce que c'est un peu bête, quoi. C'est genre, tu cherches une origine au comportement des gens afin de pouvoir ignorer, être dans le déni par rapport à bah, des origines qui seraient historiques. Donc en fait, enfin, le problème, c'est pas tant la régression en tant que telle que sur quoi est-ce que tu te bases. Genre, si tu fais une régression, on va dire plutôt historique pour expliquer les origines sociales des constructions sociales qu'on a aujourd'hui, je trouve que ça a beaucoup plus de sens que d'aller l'expliquer dans la nature humaine ou la nature profonde de l'homme blanc ou ce genre de conneries, tu vois. nous dit que l'édifice psychique repose sur des forces constantes et sur un jeu de tensions énergétiques dont les lois ne changent pas. Dans cette Ok, Jean Covici. citation, ce qu'il appelle l'appareil psychique, c'est une sorte de machine à transformer l'énergie psychique J'ai pas compris, répète la première phrase, s'il te plaît. Alors, demandez jamais à une personne hyperactive de répéter exactement ce qu'elle a dit, c'est très difficile. Je sais déjà plus. Mais s'il y a besoin de clarification, n'hésitez pas. en comportement, Merde, je sais plus ce qu'il raconte. origine pure et simple, qui la débarrasse à la complexité apparente des vies intérieures humaines, une origine pure et simple, qui la débarrasserait des causalités historiques, culturelles ou aléatoires. Oui, c'est ça que je disais. Genre, je dis en fait, on substitue une cause qui serait la cause genre historique, sociale, une cause, on va dire matérielle, à une cause beaucoup plus vague, je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas dire qu'au lieu d'expliquer l'origine du malheur de quelqu'un par l'histoire de, je sais pas moi, de sa famille, du pays dans lequel il est et du contexte social dans lequel il a grandi, tu vas l'expliquer par lui, son inconscient à lui, de ce qu'il y a dans sa tête à lui. Genre, et en fait, du coup, c'est une substitution de ce que pourrait être, justement, ce que je disais, une régression qui serait une régression plus matérialiste, plus historique, où en fait, il irait chercher l'origine des choses. Parce que moi, je sais pas si le problème fondamental, c'est d'aller chercher l'origine des choses. Le problème fondamental, c'est d'expliquer l'origine de façon simpliste en trouvant des espèces de raccourcis gaze. Mais en plus, les Rockstars, quand ils avaient une épistémologie religieuse, ils se basaient sur le fait qu'on avait une naissance parfaite, entre parenthèses les blancs, et qu'on a été corrompu, et qu'on est passé dans le darwinisme, nanani, nanana. Ouais, bah voilà, c'est des conneries. L'inconscient. Freud nous dit que l'édifice psychique repose sur des forces constantes et sur un jeu de tensions énergétiques dont les lois ne changent pas. Dans cette citation, ce qu'il appelle l'appareil psychique, c'est une L'origine de quoi? Bah l'origine des comportements sociaux, l'origine des attitudes, l'origine des dépressions, l'origine de tous ces trucs-là, en fait. sorte de machine à transformer l'énergie psychique en Déjà, croire qu'il y a une origine, c'est pas évident. Ouais, ça, je suis d'accord. Enfin, très souvent, quand même, ce que tu finis par comprendre, c'est qu'il n'y a pas qu'une origine. comportement, en rêve et en symptômes. Une mécanique invisible mais parfaitement réglée de sorte que tout effet devrait avoir sa cause. Ça, c'est une ambition de physicien appliquée à l'esprit humain et c'est aussi une manière d'effacer ce que la subjectivité a de social, d'historique et d'incertain. L'inconscient chez Freud, ça devient la cause première du psychisme, la tortue originelle. C'est plus simplement une métaphore du mystère, c'est une structure. Il le dessine comme une loi de la nature dictant le fonctionnement de l'esprit et cette loi étant naturelle, elle ne peut pas changer. Les névroses de Vienne, les mythes grecs et les rêves contemporains doivent obéir aux mêmes dynamiques, aux mêmes tensions et aux mêmes symboles. Dans Et du coup, on ne voit pas les causes sociales. cette mécanique, ce qu'on ressent repose sur l'émotion ou l'affect. L'émotion, c'est pour Freud la trace invisible d'un conflit intérieur. C'est ce qu'on voit quand une représentation Oui, c'est vrai que moi, je me souviens, t'as raison de dire, en philo, au lycée, on t'explique que Freud,
C'est basé, genre. Moi, je me souviens qu'on m'a vraiment expliqué, on m'a même fait le dessin au tableau et tout pour expliquer l'inconscient. Je me souviens bien de ça. représentation refoulée essaye de remonter. Ce conflit-là, il prend la forme d'un symptôme, et le symptôme, c'est le conflit qui s'exprime. Donc une angoisse, un lapsus, un comportement répétitif, un stime, tout ça, ce sont des symptômes. Le moteur du symptôme, c'est le désir, parce que le symptôme, toujours pour Freud, hein, d'accord? Le symptôme, c'est le retour déguisé d'un désir refoulé, qui revient sous la forme d'une pulsion ou d'une frustration. À ce moment-là, Freud passe l'arme à gauche, et Lacan reprend le flambeau. Et lui, il dit que le désir repose sur un truc qu'on n'a pas, c'est-à-dire le manque. Et c'est logique, hein. Si vous désirez un truc, c'est que vous n'avez pas un autre truc, ou ce truc-là. Oui, c'est très individualisant comme discours, hein. C'est-à-dire qu'au final, en fait, ça sert à dire que les gens, c'est leur faute, hein. Bon, ça veut dire que si vous êtes une femme cis et que vous râlez, eh ben, c'est qu'il doit vous manquer une bite. Bon, jusque-là, c'est Alors que, moi, j'en connais des femmes qui ont des bites, et qu'est-ce qu'elles râlent? extrêmement misogyne, mais c'est assez facile à comprendre. Bon, et le manque, il repose sur le langage, parce que ce qui vous manque, c'est pas vraiment une bite, c'est ce que signifie la bite Ça peut être une bite aussi. dans le langage. C'est ce que Lacan appelle le phallus. Et le langage, lui, il repose sur l'autre, avec un A majuscule, hein, parce qu'on est quand même dans une épistémologie religieuse. L'autre, c'est la culture, la loi, la géographie, tout ce qui construit les signifiants, les mots et les structures de sens qu'on utilise pour exister. Et l'autre, il est construit par l'inconscient, parce que pour Lacan, l'inconscient, c'est le langage de l'autre qui parle à travers le sujet. C'est QFD, la première tortue de l'émotion, c'est l'inconscient. Quoi? Ouais, attendez, faut que je me concentre là. Heureusement qu'on regarde cette vidéo dans les premières. Je me suis arrêté à bite. Genre, j'ai un peu perdu le fil quand ça a commencé à parler de bite, j'avoue. Attendez. Majuscule, hein. Parce que ce qui vous manque, c'est pas vraiment une bite, c'est ce que signe le manque, il repose sur le langage. Parce que ce qui vous manque, c'est pas vraiment une bite, c'est ce Encore une fois, j'avais vu. que signifie la bite dans le langage. C'est ce que Lacan appelle le phallus. Et le langage, lui, il repose sur l'autre, avec un A majuscule, hein, parce qu'on est quand même dans une épistémologie religieuse. L'autre, c'est la culture, la loi, la géographie, tout ce qui construit les signifiants, les mots. D'accord, donc lui, il crée une opposition stricte entre l'individu et son environnement. Et on va dire que tout ce qu'il y a autour de l'individu, c'est l'autre. Et que le langage entre l'extériorité et ton intériorité, toi, en tant qu'individu, ce serait l'inconscient. C'est ça? Et les structures de sens qu'on utilise pour exister. Et l'autre, il est construit par l'inconscient, parce que pour Lacan, l'inconscient, c'est le langage de l'autre qui parle à travers le sujet. C'est QFD, la D'accord, donc d'après Lacan, l'inconscient, ce serait notre inconscient à nous en tant qu'individu, ce serait quelque chose qui serait issu de l'extériorité, donc de l'autre avec un grand A, donc avec l'autre, c'est le reste du monde qui n'est pas toi. Et du coup, en gros, ce serait ton inconscient serait l'expression de ce que le reste du monde essaye de te dire à travers toi, quelque chose comme ça. première tortue de l'émotion, c'est l'inconscient. C'est élégant, c'est cohérent, et c'est surtout super pratique, parce que de la manière dont c'est construit, c'est absolument impossible à vérifier. Dans cette architecture, l'émotion n'existe pas vraiment, elle est toujours déjà autre chose. Quand j'avais fait ma vidéo sur Slavoj Žižek, j'avais beaucoup de défenseurs et de défenseuses de la psychanalyse qui me répondaient en boucle « Bah oui, mais les signes, Ah, merci Niange pour le sub. comment on fait pour étudier les signes si on n'a pas la psychanalyse ?» Et bah, avec la science des signes. Enfin, ça existe, hein, ça s'appelle la sémiotique. On a le droit d'utiliser la science, je vous promets. Donc a priori, si vous n'avez pas été trop matrixé par les trucs lacaniens, vous savez que Saussure, Maurice, Roland Barthes, Umberto Eco, c'est pas de la merde, hein, on est d'accord là-dessus. Et justement, Louise Sundara Rajan, une psychologue sino-américaine, elle l'a bien compris, que c'était pas de la merde. C'est une spécialiste de la théorie des émotions et de la psychologie indigène, et elle a repris la sémiotique de Charles Sanders Peirce pour en fait Donc sémiotique, ça veut dire l'étude des symboles, que ce soit bien clair. En gros, genre, t'arrives dans une église, et t'as besoin de la distinguer d'une autre église, tu regardes les symboles et ce qu'ils veulent dire, et t'es en mode, ah oui, donc on est dans l'église de ceci, et c'est le symbole de cela, et tu vas étudier les signes. faire une théorie de la vie affective, c'est-à-dire une Oui, il y a aussi en ornithologie qu'on étudie les signes, mais c'est pas les mêmes. théorie non régressive de l'émotion, ou des émotions. Et à ce sujet, respect à elle, parce que c'était casse-gueule, parce que c'était quand même une sacrée bonne occasion de se faire récupérer par les psychanalystes au moindre faux pas. Mais non, son truc est hyper bien écrit. Ce qu'elle dit, ça a l'air compliqué, mais vous allez voir que c'est extrêmement simple. Les émotions ne sont pas des forces brutes, ni des symptômes de l'inconscient, ce sont des signes. C'est comme un panneau. Un signe, c'est ce qui fait le lien entre une chose, la manière Ce qui m'a l'air à la fois plus simple et plus cohérent. dont on perçoit la chose et ce que la chose veut dire pour nous. Une émotion, pour Sundara Rajan, ça répond bien aux 3 critères de Parce que moi, ma vision des émotions vient du tarot de Marseille, c'est pas une vanne. Genre, moi je pars vraiment du principe que tes émotions, en fait, elles te traversent,
et c'est tout. Genre, c'est pas un truc sur lequel tu as forcément du contrôle. Ensuite, toi, tu peux décider de les ignorer. Tu peux décider de ne pas les montrer, tu peux décider d'en faire quelque chose, mais de fait, l'émotion te traverse. Et c'est genre pour ça, moi, par exemple, que j'aime pas diaboliser des trucs comme la jalousie. Parce que, bah, en fait, la jalousie, tu peux la ressentir. Genre, c'est pas grave en tant que tel. Par contre, si la jalousie fait que tu commences à fouiller le téléphone de ton mec, ça devient bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu peux te poser la question de d'où vient cette jalousie. Plutôt que de trouver l'explication en mode régressif bizarre et à expliquer que bah, en fait tu es jaloux parce que ton essence est jalouse et que tu es quelqu'un de jaloux et que tu ne pourras jamais être autre chose que jaloux, tu peux te poser la question de pourquoi tu es jaloux. Souvent, ça va faire remonter des insécurités. Et ces insécurités, si tu arrives à les résoudre, tu vas voir que la jalousie, ça va aller mieux en fait à gérer. C'est pas toi qui est genre essentiellement jaloux parce que de ton essence. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est pareil pour tes émotions. Une émotion, genre, elle te traverse. Genre, c'est pas grave d'être en colère pour quelque chose. Et c'est même pas grave d'être en colère sur quelque chose de pas légitime du tout. Genre, à condition d'en être conscient. Et derrière, d'être capable aussi de revenir sur ce truc, sur ce que t'as pu faire, etc. et tout, pour être en mode genre, pourquoi t'étais en colère à ce moment-là? Genre, ok, d'accord, t'étais en colère sur un truc pas légitime, mais peut-être que ton agacement vient d'ailleurs. Peut-être que tu t'es énervé, que t'as pété un plomb pour quelque chose qui n'avait rien à voir avec le truc sur lequel tu t'es effectivement énervé. Tu vois ce que je veux dire? Mais le fait est que ton émotion, elle t'a traversé. Maintenant, à toi d'essayer d'en faire de la merde ou pas, tu vois. Et c'est pas toujours évident parce que, en fonction, parfois, tu peux pas ne pas faire de la merde avec tes émotions. Il y a plein de situations dans lesquelles t'es juste baisé. Ou genre, ça te dépasse, tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive dans le truc de l'après. C'est-à-dire que tu peux pas toujours prévoir, tu peux pas toujours prévenir. Donc il faut aussi être capable de réparer. Il faut aussi être capable d'assumer. Il faut être capable de revenir sur ce que t'as dit, ce que t'as fait, ce que t'as ressenti. Mais le truc, c'est que si jamais on te dit que ce que t'as ressenti, c'était pas légitime, comment tu peux faire ce travail-là? C'est pour ça que ça va dans les deux sens. Genre, il y a à la fois genre, le fait que il faut qu'on te laisse, toi, pouvoir assumer pour que tu puisses assumer et que tu puisses, genre, être, on va dire, en sérénité avec tes propres émotions pour que tu puisses les ressentir correctement. Mais long et complexe ce sujet. Oui, j'ai dit l'après comme Mad Much. Définition d'un signe. Il y a quelque chose qui provoque l'émotion, la Et je pense que c'est ce qu'il va expliquer juste maintenant, tu vois. forme par laquelle l'émotion se manifeste et le sens qu'on donne à l'émotion. Donc la lecture qu'on en fait. Et comme Littéralement, moi, c'est ça, je l'ai appris dans le tarot. Je l'ai appris ça dans le tarot de Marseille, mais apparemment, la meuf est basée. l'émotion permet de vivre la situation, et bah du coup, l'émotion devient la lecture de la situation. Je vais y revenir. Autrement dit, l'émotion, c'est déjà un système d'interprétation du monde. Il n'y a pas besoin de toutes ces conneries de l'autre et de l'inconscient, etc. Et par ailleurs, c'est pas non plus un réflexe animal, ni un signal chimique isolé qu'on pourrait repérer et mesurer dans le cerveau, parce que une émotion, c'est un processus de lecture. Je sens que je vous perds. Alors, Non, mais t'inquiète, j'ai expliqué. prenez la peur, par exemple, c'est tout con, hein. Quand on dit j'ai peur parce qu'il fait nuit, bon, c'est pas la nuit qui fait peur. Je veux dire, le phénomène astronomique de la nuit en lui-même, il fait pas peur. Ce Ça se discute. qui fait peur, c'est la signification qu'on attribue à la nuit, l'inconnu, la perte de repère, le souvenir d'un danger. Voilà. Donc le corps, le contexte et la mémoire collaborent ensemble pour fabriquer une peur qui est cohérente. Quand on parle de sémiotique, on entend souvent signifiant et signifié. Chez Pierce et donc chez Sundararajan, il n'y a pas ces trucs-là. Et d'ailleurs, il n'y a pas deux trucs, encore une fois, il y en a trois. Il y a déjà l'objet, c'est-à-dire ici la nuit réelle, le contexte sensoriel, l'absence de lumière, donc la nuit quoi. Ensuite il y a le signe, c'est-à-dire la manière dont l'objet est perçu, avec le frisson, la tension nerveuse, ou même juste la phrase de dire j'ai peur de la nuit. Et puis il y a l'interprétant, donc le sens qu'on donne à ce rapport entre le signe et l'objet. En gros l'interprétation subjective qui dit la nuit c'est dangereux, il y a des brigands. Et on pourrait faire pareil avec la Non, il y a des loups. colère. Si le budget 2026 vous met en colère, bon bah c'est pas les chiffres qui sont sur les papiers qui vous déclenchent. L'objet, c'est la loi. L'interprétant, c'est l'injustice, l'humiliation, l'impuissance. Et le signe, c'est vous qui cassez des abribus cet hiver. Et comme Bien dit. n'importe quel autre signe, l'émotion, elle n'est pas figée. Une peur peut se transformer en colère, la colère en honte, la honte en tristesse et Parfois, ça va très vite. parfois la tristesse en apaisement. Chaque émotion vient reformuler la précédente et lui donner une autre lecture. Tenez, il vous arrive une bricole et il y a un ami qui vous dit « ça va, c'est pas si grave ».
Bon, vous pouvez d'abord vous sentir humilié, puis en colère, et puis réaliser que c'était juste maladroit et qu'il essayait de vous rassurer. Et dans tout ce processus-là, l'objet n'a pas changé, la situation s'est restée la même, mais chaque émotion a modifié le sens que vous donnez à la scène. Et ça joue sur l'interprétant, c'est-à-dire que vous avez d'abord perçu ça comme une scène d'humiliation, puis comme un affront, puis comme une maladresse banale. Mais attention, ça veut pas dire que tout se joue dans la tête, hein. L'émotion, c'est pas une erreur de lecture ou une distorsion subjective de la réalité. C'est une manière d'habiter Oh, c'est le fonctionnement normal. une situation et d'en éprouver la tension, l'ambiguïté Oh yo, merci Ange pour les 5 subs. ou la charge symbolique. L'émotion n'est jamais une erreur de lecture, c'est une manière de répondre à ce qu'on perçoit comme un déséquilibre. Ce déséquilibre, il vient pas de soi ou de l'autre, il vient de la scène tout entière, du langage, du rapport de force, de la domination, de l'historique, etc. Bon, quand une phrase blesse, c'est pas juste parce qu'on l'a mal comprise, c'est aussi parce qu'elle porte quelque chose du monde, de ses hiérarchies, de ses habitudes et de ses angles morts. Et donc l'émotion, dans cette considération-là, ne peut pas être une distorsion du réel, parce que c'est la preuve que le réel est traversé de tensions, qu'il peut être lu autrement. C'est-à-dire que l'émotion ne repose pas sur un savoir inconscient et préexistant à notre propre naissance, ou je sais pas quoi. Elle produit du savoir. Elle est Bah, surtout que l'émotion, enfin, c'est aussi un truc appris, je veux dire, une opération relire Pavlov, tout ça. sémiotique à part entière. Une manière dont le corps fabrique du sens légitime. La pensée conceptuelle derrière, elle peut prendre le relais, mais elle n'invalide pas pour autant le sens qui a été produit par le chemin logique de l'émotion. Si vous avez ressenti une émotion dans une scène sociale, encore une fois, si je parle de scène, je fais référence à Erving Goffman, allez regarder ma vidéo qui s'appelle Comment ne pas perdre la face. Bon voilà, votre émotion, elle trahit quelque chose de très clair à l'intérieur de la scène, et cette chose-là, elle peut justifier de détecter une injustice à l'intérieur de cette scène. C'est pas fou de dire ça, il n'y a pas besoin de manipuler la mémoire conceptuelle et pour aller analyser quelque chose qui... Non, l'émotion écrit déjà du savoir. La peur, la honte et la colère nous apprennent des choses. Je suis d'accord, revenir un petit peu parfois à un truc un peu basique de les émotions sont là, elles existent, faut les assumer, pas chercher des causes bizarres, genre juste essayer de les interpréter telles qu'elles sont, quoi. De la scène, de soi et du rapport entre les deux. Les émotions sont une hypothèse incarnée sur le réel. Ce n'est donc pas l'opposé de la raison, c'en est une modalité. C'est une modalité de la raison. Mais oui, c'est vrai que les gens ils opposent émotion et raison, putain, j'avais oublié, c'est quel point c'était stupide. Genre cette lecture-là des choses, comme quoi en fait ce qui serait émotionnel, ce serait ce qui est rationnel, ce qui est irrationnel, et que du coup ce qui n'est, il faudrait enlever l'émotion pour... Arrêtez d'opposer raison et émotion. Oui, non, faut Et arrêter c'est avec ça. justement à cet endroit-là que la sémiotique Genre vraiment les émotions on les a tout le temps pour de bonnes raisons, hein, la plupart du temps. des émotions Bah même non, tout le temps, c'est juste que parfois on les voit pas les bonnes raisons. devient politique, parce qu'elle nous rappelle que ressentir, c'est pas seulement Merci Schlovas pour le sub. réagir à des stimuli, c'est prendre position dans un réseau de signes qui nous traversent. Nos émotions ne sont pas privées, elles sont prises dans des systèmes de valeurs, de langage et d'histoire qui leur donnent forme. Ces systèmes-là, ils peuvent être la culture. Je veux dire, prouvez-moi que la psychanalyse n'est pas raciste, par pitié. Et si une émotion peut produire du sens sans avoir besoin d'un fondement caché, alors on peut imaginer une psychologie qui fasse la même chose. Une psychologie qui n'aurait pas le réflexe d'aller chercher la première tortue, mais qui regarderait comment les significations s'empilent, se déplacent, s'entremêlent et même parfois luttent. Pour sortir des réflexes réactionnaires, des refus intellectuels incarnés par la logique du fondement infini, il est absolument urgent de commencer à inciter les gens à partir à la recherche d'une psychologie du mouvement plutôt que d'une psychologie de la profondeur. C'est peut-être pas très satisfaisant et c'est C'est intéressant, mais c'est pas facile à vulgariser, je trouve. certainement pas très rassurant, mais l'opposé Genre, en gros, l'idée, c'est de dire que il n'y a pas une psychologie indépassable, infinie, supérieure et surplombante. Où en fait, tu prendrais les êtres humains, tu les mets dans n'importe quel autre contexte et ils vont agir exactement de la même façon avec exactement la même psychologie. Je pense que ce que ça veut dire, c'est que tu t'adaptes en fait à ton environnement, aux mœurs, à la culture, à tous ces trucs-là, et c'est ça qui va donner de la forme en fait derrière à ta psychologie, à tes émotions, à tes réflexes, à tes valeurs, à tes croyances, et donc in fine aussi aux émotions que tu vas ressentir. Je crois que c'est ça que ça veut dire. de la logique du fondement infini, ce serait une logique du récit situé. Cette logique-là vise à produire un savoir qui est cohérent avec lui-même, c'est-à-dire un savoir Ah, et puis d'ailleurs, c'est le train du scam, on est à 77%, et dès qu'on a fini la vidéo, promis, je lance le train. qui ne cherche pas à descendre plus profond, mais à comprendre comment est-ce que lui-même Et après, on a le droit d'avoir envie d'aller plus profond, hein. s'est construit là où il est.
Et donc ce n'est plus une science des origines, c'est une science des relations. Michel Foucault, Thomas Théo ou Kurt Datzinger le diraient ainsi. Les faits psychologiques ne préexistent pas à la psychologie qui les nomme. Cette posture, elle relève d'une véritable politisation consciente de l'épistémologie. On n'est pas à la recherche d'une loi universelle. Les sciences doivent se contraindre à enquêter sur la façon dont le sens se tisse, circule et prend autorité. Les savoirs. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il n'y a pas une loi infinie, éternelle et tout le temps valable de la psychologie humaine qui sera valable à toutes les époques, de tout temps, parce que la nature humaine est comme ça n'existe pas. Genre, c'est situé, c'est explicable, c'est historicisable, etc. Les savoirs ne sont pas des réalités pures et nues, ce sont des productions humaines. Et comme toute production humaine, ce sont des productions situées et politiques. À peu près ce que je... Eh ben on est encore vachement d'accord, dis donc, avec Ça, comme quoi, hein, franchement. Quoi, merci à Gollum le dodu. Mais t'es partout, en fait. Genre, juste Gollum, il est... En fait, Gollum, c'est notre Edward Sterrin de gauche. Genre, vraiment, enfin... Oui, pour YouTube, vous savez pas que Gollum le dodu, c'est la personne qui littéralement, genre, alimente tous les trains de la hype de cette chaîne depuis, genre, 5 mois. Mais bref... Bah merci Gollum le dodu pour financer que du bon contenu, hein, décidément. C'est vraiment le meilleur producteur audiovisuel de la plateforme. En tout cas, très très bonne vidéo. Il va falloir que je me dépêche parce qu'il reste déjà plus qu'une minute pour le Tradusca, mais j'aimerais vraiment lancer un Tradusca. On n'en a pas encore fait aujourd'hui. Et je tenais quand même à dire, pour conclure, cette très bonne vidéo de Za, où genre en vrai j'ai déjà dit à peu près tout ce que j'avais à dire, mais que c'est quand même vraiment beaucoup d'efforts et de théories juste pour justifier sa haine des tortues, hein. Genre vraiment, enfin, Za, au bout d'un moment, est-ce que tu pourrais pas juste, genre, être raciste des tortues comme tout le monde et assumer en fait que tu les aimes pas, plutôt que de tout le temps t'en servir pour faire des métaphores que tu détestes les tortues en fait. C'est grave d'être comme ça, voilà. Ouais, c'est comme ça que je conclue. C'est grave d'être comme ça, genre, vraiment, enfin. Et la tortuphobie, là! Alors quoi, genre, c'est bon, c'est un animal gaze, genre, tu le mets sur le dos, elle meurt, elle s'occupe pas de ses enfants, et en plus de ça, elle est à l'origine de plus ou moins toutes les pires métaphores fascistes. Eh, vas-y, c'est bon, c'est mignon aussi une tortue, puis ça fait un bruit rigolo quand ça fait genre... Alors je vais m'arrêter là-dessus sur YouTube, allez, n'hésitez pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ton meilleur commentaire, et ton meilleur argent sur Tipeee, merci YouTube.